120 minutes sur RTCI. 120 minutes et nous rentrons dans la sphère économique avec Ecosphère comme tous les jeudis, les 18h12 minutes. C'est Mandrzit qui est au micro du Studio 10. Raif Ousleti à la console technique et notre invité, professeur Mohamed Louedi. Bonsoir, c'est Mohamed. Bonsoir, bonsoir chers éditeurs de RTCI. Merci d'être encore là pour nous parler de choses importantes, pour ne pas dire fondamentales. Et d'ailleurs, on a beaucoup hésité, si Mohamed, avant de choisir le thème. Hein, on a eu plusieurs discussions. Alors, vous êtes parti de quelqu'un qui avait dit la chose suivante. Il avait dit nous, on n'a pas peur de l'IA. Bon, sans citer la source, mais oui, bon, ça, c'est un avis. Hein. On n'a pas peur de l'IA. Est-ce que c'est ça la question? Avoir peur ou ne pas avoir peur? Je crois que non. Il se trompe de question. Et vous avez eu plusieurs passages, Mohamed Louedi, et je retiens toujours, par rapport à l'IA, une chose que vous dites souvent, notre capacité de poser les bonnes questions. Tout est... On peut résumer un tant soit peu l'IA. Bon, c'est vraiment, disons, un peu prétentieux de dire ça, mais j'ai remarqué que, en fait, il ne s'agit plus de donner des résultats ou à des questionnements, mais surtout à se poser des questions. Oui. Est-ce que vous affirmez encore ça? Tout à fait, je persiste et signe. Vous persistez et signez. Oui. Nous ne sommes pas là pour nous demander si nous allons utiliser l'IA ou pas. Ou si nous avons peur de l'IA ou pas. Si nous avons peur, d'ailleurs je me demande pourquoi la question se poserait dès le départ. Nous sommes là pour résoudre des problèmes. Et chaque siècle et maintenant chaque décennie apporte son lot de solutions. Et celle dans laquelle nous sommes, dans laquelle nous vivons, son lot de solutions, c'est la technologie. Et plusieurs. L'une d'elles, c'est l'IA. Mais si Mohamed, ça a toujours été le cas, non, à travers les siècles, les âges. Oui, mais particulièrement et plus rapidement depuis la deuxième révolution industrielle, à laquelle nous nous comparons. D'ailleurs, à un moment donné, nous parlions de la révolution informationnelle ou technologique. Et donc maintenant, évidemment, il faut vivre son siècle. Avoir peur de l'IA ou pas est une question qui n'a pas sa raison d'être. Qui est vraiment sans intérêt. De toute façon, c'est un tsunami, comme je le dis tout aussi souvent, qui est là et nous devons vivre notre siècle et notre temps. Et essayons de contempler la possibilité de ne pas utiliser l'IA, ne serait-ce qu'un instant. Et vous allez voir que très rapidement d'ailleurs que le choix n'est pas là. Il faut savoir ce que c'est que l'IA, parce qu'elle est là, et comment gérer avec l'IA. L'IA et non l'IA. Hein. Non pas l'IA ou l'IA. Parce que très souvent, je suis confronté au même... non mais ça se tasse maintenant, même réflexe, les gens commencent à savoir. Heureusement. Oui, c'est l'IA en français, intelligence artificielle, elle est là. Évidemment, elle a ses avantages, ses inconvénients, et ce n'est rien de nouveau. Même la pluie, elle a ses avantages, ses inconvénients. La pluie, elle est bonne pour la culture et l'agriculture, et elle est mauvaise quand il y a des inondations. Quand il y a des inondations. Plein de... Et donc, toute chose a son bon côté, son mauvais côté, tout autant Alors, que l'IA. moi je dirais, si Mohamed Louedi dit, c'est la dose qui fait le poison. D'un côté et d'un autre, il faut connaître les particularités du poison pour savoir doser quel antidote utiliser. Alors, beaucoup de gens croient que l'IA, c'est juste une autre mode, une autre technologie, sauf que celle-ci est particulière et nous devons nous habituer à nous y habituer et à savoir quels sont justement les points négatifs qu'elle colporte et les points positifs. Et la particularité de l'IA, c'est que les points négatifs devancent les points positifs. Nous voyons beaucoup de points négatifs, dont le chômage et le remplacement de certains emplois. La disparition de certains métiers. Mais ça, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, oui. Mais à l'horizon de 5-10 ans, nous avons des promesses que nous n'avons jamais entendues avant.
comme trouver le remède, par exemple, de maladies telles que le cancer, le diabète et l'Alzheimer et j'en passe. Et là, c'est une certitude quasiment mathématique. Ah bon? Absolument. Non pas parce que c'est les pandits du domaine qui nous le disent, et ceux qui le disent, d'ailleurs, moi je les crois, mais ce n'est pas la raison. C'est parce que si on regarde la manière dont l'IA fonctionne, c'est que d'abord, c'est beaucoup de données, beaucoup d'apprentissage, et c'est aussi une vitesse époustouflante, Voilà. inimaginable. Voilà. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, Mohamed Louedi, mais je sais que vous êtes pédagogue, vous êtes enseignant depuis de longues années. Et moi, pour résumer, parce que les gens me posent la question aussi, Mohamed, c'est quoi l'IA? Moi, je dirais c'est une base très importante de données et une grande capacité de calcul. Exactement. Parce que moi, je prends des taxis, là, mon véhicule est indisponible, alors je prends, et ça c'est de très bonnes rencontres. Hier, par exemple, le taxi qui me prenait, là, il me disait, alors, moi, par exemple, pour voir les médicaments, je fais appel à ce qu'on appelle là, le PGT, là, comment il s'appelle, le PGT, le chat. Ah oui, chat. Là, c'est incroyable. Mais comment fait-il? Il m'a dit, mais comment fait-il? J'ai essayé de lui expliquer que il dit, c'est extraordinaire, mais là, on dirait qu'il me parle, il comprend ce que je lui ai écrit, il a la réponse à tout. Oui. Et j'ai essayé en 2 mots de l'expliquer. Moi, je ne suis pas spécialiste, mais utilisateur également. J'essaie de comprendre et de dire, voilà, je pense que c'est vraiment les deux comment dirais-je, piliers qui sont un domaine extraordinaire de données et une capacité de calcul faramineuse. Oui, tout à fait. Ça a toujours été là. Donc la vitesse est nouvelle et ça augmente. Ça coûte cher en calcul. En serveur et en chaleur et en toutes autres sortes. Mais si on voit, on se dit de quoi est-ce qu'un remède est-il fait? Généralement, c'est une molécule, sauf que nous ne savons pas de quels atomes et de quel nombre d'atomes le médicament en question se compose. Oui. Et si l'humain n'avait pas de machine, il serait tenté de réfléchir, de se dire quelle est la probabilité pour que tel assemblage d'atomes donne un médicament. Et puis il y a une science derrière. L'intelligence artificielle n'a nul besoin de cette science. Elle prend le tableau des éléments, le fameux tableau de Mendeleïev. Il y a un certain nombre d'atomes et donc il va calculer toutes les combinaisons possibles et imaginables. C'est ce qu'on appelle brute force en anglais. On les fait toutes. Et on les fait toutes parce qu'on peut d'abord et puis on a le temps. Et l'ordinateur a le temps parce qu'il fait les choses extrêmement rapidement. Et donc quelque part dans ce qu'il va trouver comme combinaison, il y aura la molécule ou les molécules. Forcément. Un médicament, si on s'entend que c'est une molécule, eh ben, elle doit être là. Et l'IA la trouvera. La question qui reste, là, la question lancinante, c'est avons-nous la possibilité de tester ces molécules? Et c'est là que le goulot d'étranglement s'impose. Ah. Mais le médicament lui-même est apporté. D'après Demis Hassabis, que je crois, parce que d'abord il travaille dessus d'arrache-pied. Il parle de 10 ans, il a dit ça l'année dernière, donc il reste 9 ans, si on veut être précis à ce niveau. Ah, dans dans une dizaine d'années, il a dit, texto, je traduis, il n'y a pas de raison pour que dans 10 ans, nous ne trouvions pas les remèdes de telle maladie. Ça, c'est le côté positif, mais c'est 10 ans. Les côtés négatifs, c'est maintenant. Et donc, ça, c'est la caractéristique de l'IA, c'est que, comme on dit en arabe, ben là, ça s'applique effectivement. A contrario, le mchoum yezreb. Donc, on voit les mauvais côtés. Puis, comme on dit, le mal est là, on a su gérer la pluie et toute autre calamité ou acte de Dieu, comme on les appelle, et on sait se prévenir. Maintenant, il s'agit de se prémunir, j'allais dire contre l'IA, mais je ne vais pas me paraphraser, c'est se prémunir et apprendre comment vivre et cohabiter avec l'IA. Oui, c'est une cohabitation. C'est une cohabitation, étant entendu que, effectivement, nous n'avons pas le choix. Elle est là pour rester. Et à se développer d'année en année. Depuis 2022, l'année où la chose a été rendue publique, parce que je ne vous rappelle pas que l'IA n'est pas née d'hier. Non, pas du tout. Mais c'est depuis 2022, novembre 2022, le 30 novembre 2022, nous sommes le 30 avril aujourd'hui, c'est presque arrondi. Oui. Le 30 novembre 2022, c'est là qu'il y a eu comme un petit Big Bang
et l'IA est sortie dans la rue et elle est dans la poche de quiconque a un téléphone ou un ordinateur. Et donc, il n'est pas question d'avoir peur, de ne pas avoir peur, de la combattre, de ne pas... Bon, le problème n'est pas là, en fait. Pas du tout. Nous devons l'utiliser à bon escient, à notre avantage, il y a possibilité de le faire. Ceci dit, c'est une technologie extraordinaire. Et comme le dit l'adage de Gabor, la loi de Gabor, tout ce qui est technologiquement faisable va être technologiquement fait. Il n'y a que l'imagination qui est la limite ici. Alors, c'est là où nous en sommes maintenant. C'est pas le ciel qui est la limite. Non, c'est pas... The sky is the limit. No, the sky is not the limit. Non. Donc voilà, il faut imaginer où l'IA va se rendre, où nous rendre, où nous emmener, et elle va le faire. Voilà. Voilà. Alors, nous allons nous occuper quand même des entreprises qui sont des agents économiques, Mohamed Louedi. Et vous avez cité, en préparant cette intervention, en disant que vous avez cité Stanford, McKinsey, le World Economic Forum, Harvard Business School, etc., qui semblent tous nous exhorter à investir dans l'IA, malgré tout. Et pourtant, vous nous avez présenté des chiffres que je vais citer d'ailleurs. Vous dites qu'en 2026, 71% des humains n'ont jamais utilisé l'IA. Oui. On nous présente la statistique différemment. On nous dit que c'est 29%. Oui, 29% qui utilisent l'IA. Et plus de 40% des entreprises ayant adopté l'IA voient leur chiffre d'affaires croître d'à peine 5% ou moins. 80%, je continue à vous citer, 80% des entreprises déclarent avoir adopté la nouvelle génération d'IA. Cependant, 80% d'entre elles, 80 indiquent également ne pas avoir observé de création de valeur significative. Par exemple, une augmentation du chiffre d'affaires, une réduction des coûts. Et alors, la question qu'on se pose, et là, ça va être de plus en plus des questionnements, donc l'IA n'est pas la panacée, Mohamed Louedi. Bon. Non. Mais en fait, ce qui est amusant, arrivé où je suis arrivé, et ce qui me préoccupe, ce que vous avez... Ça reste toujours amusant, c'est bien déjà. C'est amusant parce que ce qui me préoccupe, étant enseignant à l'ISG, Institut supérieur de gestion de Tunis, c'est la gestion des entreprises, et donc les entreprises. Oui. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, je remonte à l'ERP, au cloud, au métavers, blockchain, c'est exactement les mêmes chiffres qu'on nous balance. Ah bon. Si pour faire ceci, on va avoir un profit de temps, une augmentation de revenus de temps, une économie de coûts de temps. Et ils ont le chic de présenter les choses d'une certaine façon qui vous incite à peine subliminalement à aller de l'avant et investir dans l'IA. Ce qui fait que certaines de nos entreprises, ici même en Tunisie, se demandent ce que c'est que l'IA, et même que la façon dont les questions sont posées. Qui fait l'IA? Et aussi, l'IA, c'est pas du matériel, on parle pas d'automobile ici, c'est une culture. Et d'abord, il faut le faire. C'est une masse comme ça qui vient de l'extérieur. Comment est-ce que je peux avoir ça? Voilà, oui. Que je dois intégrer. Alors qu'en fait, si on regarde les chiffres de plus près, oui, il y a des entreprises qui font des chiffres grâce à l'IA, directement imputables à l'IA, des augmentations de revenus, des réductions de coûts, des réductions d'effectifs, évidemment. Oui. J'en ai rarement vu qui parlent d'augmentation de profit, mais là, bon, je réserve mon opinion. Ça va venir peut-être. Ça va venir peut-être, mais ça aurait pu être causé par autre chose, donc il est difficile de le dire. De distinguer réellement ce qui l'effet de la cause de l'IA. Et donc, attendons pour voir. Mais ce que je vois entre ça, c'est les autres effets non mesurables que ceci peut avoir sur les entreprises, et là, ça peut être sérieux. Alors là, je me repose sur des études qui ont été faites, qui ont été publiées l'an dernier et cette année. Parce qu'en IA, c'est tellement rapide qu'aller plus loin ne rime à rien. On ne peut pas donner des chiffres de 2024-2023, alors qu'en fait, les choses sont encore embryonnaires. Mais maintenant, en 2025-2026, on commence à voir certains résultats. Alors, la première étude qui avait attiré notre attention, je vous dirai quelqu'un et moi, c'est une étude qui a été publiée, qui a été conduite par M. Eric Brynjolfsson,
Et M. Eric Brynjolfsson est un enseignant économiste de Stanford, maintenant il était à MIT avant, et qui est aussi dans mon domaine en système d'information et qui a commencé très tôt à étudier les systèmes d'information et technologies en général. Alors il s'est rendu compte que depuis une certaine date, il y a une chute de 16%, certains disent même 20% maintenant, du recrutement des jeunes de 22 à 25 ans. 22 à 25. Alors la raison, quelle est la raison? Il a cherché la raison. Pourquoi une telle chute? Et on l'a vu que chez les jeunes de 22 à 25 ans et que récemment. Et il a essayé de suivre la filasse pour voir où ça menait. Et dans l'étude, que vous pourrez peut-être consulter aussi parce qu'elle est disponible, sur Internet, il a retracé la cause à l'IA même. Et c'est sans appel, c'est l'IA qui a causé. En fait, il a retracé le phénomène, l'apparition de cette chute de recrutement des jeunes de 22 à 25 ans, Gen Z, comme on les appelle, est directement imputable à l'IA, et ce à partir du lendemain du 30 novembre 2022 exactement. Alors il est allé chercher et voir pourquoi est-ce que tout d'un coup les entreprises ont-elles cessé de recruter ces jeunes-là. Est-ce qu'elles ont anticipé le fait que... Non, pas cela, mais elles ont commencé à utiliser l'IA, et elles ont commencé à utiliser l'IA dans exactement le genre de tâches qu'on donne aux novices. C'est ça. Qui entrent dans les entreprises. Et donc là, on va recourir peut-être un peu, entre parenthèses, au modèle des frères Dreyfus, qui nous donne les étapes par lesquelles passe un individu quand il rejoint une entreprise. Alors d'abord, il est un apprenti, ou un novice, dépendant des disciplines. Après, c'est un débutant. Après, c'est un compétent, et après un performant, et enfin, il devient un expert. Différentes années, les premières années, novice, apprenti, c'est 3 ans. Et c'est pendant ces 3 ans, en fait, il ne fait pas grand-chose d'important. Il est en train d'apprendre les cordes, il est en train d'apprendre le métier, parce que fraîchement émolu des universités, il ne connaît que la théorie, il n'a que ce qu'on appelle les connaissances explicites. Il a besoin maintenant de mettre la main à la pâte et d'apprendre et de se ramasser une expérience qui va le mener un jour à devenir performant, après être devenu compétent dans une tâche, et peut-être enfin un jour devenir expert. Sauf que les premières tâches que l'on donne aux bleus, aux nouvelles recrues, c'est des tâches qu'on appelle les tâches périphériques, et ce sont celles-là que nous avons données à l'IA. Des tâches qui sont simples, comme compter les documents, comme vérifier les chèques, comme déterminer les ingrédients. Alors je vais prendre le métier pour expliquer un peu ce que c'est que les tâches périphériques. Dans un magasin de boulanger, on donne ça à l'apprenti pour peser les ingrédients, pour vérifier que Smith est à la bonne place. Dans un magasin de mécanicien, on leur apprend ce que c'est qu'une clé numéro 10, d'aller dénouer une roue pour la préparer pour que l'expert, lui, trouve tout ça prêt. Même chose en médecine. Les apprenants assistent à toutes les consultations, on dit même en anglais shadowing, ils suivent le médecin d'un endroit à un autre pour apprendre le métier, à écrire des rapports. Et donc ce sont des tâches subalternes, périphériques, et ce sont celles-là que d'habitude et d'accoutumée on donne aux novices et aux apprentis. Ce sont celles-là justement et incidemment qui ont été les premières à être automatisées, et je dis le terme maintenant, ça s'appelle l'automatisation. Automatisation, c'est qu'on donne à l'IA une tâche entière de A jusqu'à Z, à distinguer de l'augmentation. Alors il y a 2 façons de s'adonner à l'IA, les entreprises. Soit nous optons pour l'automatisation, et là nous donnons à l'IA l'accomplissement d'une tâche, tout le workflow de A jusqu'à Z, automatisation. L'augmentation, c'est lorsque l'humain et la machine interagissent et travaillent de concert d'une manière interactive. Et donc certaines tâches sont données à l'intelligence artificielle et certaines autres sont gardées à l'humain, comme celle du contrôle, de la vérification en fait de ce que l'IA est en train de livrer. Alors les entreprises ont commencé à automatiser donc les tâches. Quelles sont les tâches qui sont immédiatement rentables? Ce sont celles-là qui renferment des pertes de temps, et c'est justement celles-là qu'on donne aux apprentis. Et donc tout d'un coup, les portes d'entrée sont fermées aux jeunes. Ce qui reste, c'est que maintenant, ce qui reste dans l'entreprise, c'est les seniors, c'est les grands, qui connaissent déjà, qui ont déjà l'expérience, qui déjà ont appris, qui sont soit compétents, soit performants, soit experts, selon le modèle des frères Dreyfus. Et ceux-là vont utiliser l'augmentation. Ils vont quand même utiliser l'IA, tant et si bien qu'en fait, ils vont petit à petit s'habituer à utiliser l'IA.
croyant que cela va réduire leur travail. Et là, c'est un autre paradoxe qui intervient, c'est le paradoxe de Jevons, William Stanley Jevons, qui a remarqué qu'en fait, quand on utilise une ressource d'une manière efficiente, nous allons croire que nous allons en utiliser moins. Et ça remonte à 1865, quand il a fait une étude sur les machines à vapeur. Il s'est rendu compte que les nouvelles machines à vapeur utilisaient le charbon d'une manière efficiente. Et donc, les gens croyaient qu'ils allaient utiliser moins de charbon. Et en fait, c'est le résultat contraire qui s'est... Ils se sont mis à utiliser encore plus de charbon pour avoir plus d'output. Et c'est la même chose que nous voyons maintenant avec l'IA. Le travail se réduit et nous nous sommes rendus compte que ceux qui utilisent l'IA, même générative, ont vu leurs tâches augmenter en volume. Le travail a augmenté. Parce qu'on a tellement, elle le fait si bien qu'on en fait plus. Et donc ceux qui sont restés dans l'entreprise, qui utilisent l'IA d'une manière interactive, vont travailler encore davantage. Et ils vont se fatiguer très rapidement parce que le travail augmente. Surtout que cela est combiné, couplé avec le manque d'effectifs, puisque nous ne sommes plus en train de recruter. Donc, c'est ça, oui. Et là, ce qui va se passer, c'est que l'être humain submergé, stressé, va commencer à donner de plus en plus confiance à l'IA, et il va perdre ses propres connaissances. Et c'est un phénomène qui a un nom, ça a été trouvé chez les médecins, c'est le de-skilling, c'est la perte de compétences. De-skilling. Alors, vu comme ça, c'est un peu compliqué, mais je vais vous donner un exemple très très simple qui s'applique à chacun d'entre nous. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui utilisent Google Maps. Moi, j'utilise Google Maps. Google Maps, oui. Au début, quand j'utilisais Google Maps, c'était simplement pour trouver des endroits que je ne connaissais pas. Et donc, je demandais à Google Maps où se trouvait tel endroit, dans les directions. Des fois, ils vous menaient dans des... Oui, ben parce que, bon, ça c'est... C'est une question plutôt d'actualisation des informations, beaucoup plus. Ça, c'est l'affaire de la technologie. Le problème, c'est du côté humain que ça se pose. Ah bon? C'est que, personnellement, et je ne suis pas le seul, paraît-il, maintenant, je m'adresse à Google Maps pour n'importe quoi, même les itinéraires que je connais très bien. Ah bon? Oui. Et donc, ce qui se passe, en fait, le phénomène n'est pas si nouveau. Est-ce que vous vous rappelez du numéro de téléphone fixe de vos parents? Plus maintenant, ni d'ailleurs. Avant, nous avions le numéro fixe de nos parents, de nos amis, de nos chers proches. Maintenant, tous ces numéros de téléphone ne sont plus chez nous. On n'a plus besoin de... On n'a plus besoin, ils sont dans la machine. C'est la même chose qui se passe maintenant avec l'IA. Mais on ne fait plus appel à cet effort de mémorisation. C'est là que le bas blesse. Parce qu'avant, c'était pas si grave, c'était la mémoire, on l'allégeait. Donc les choses qu'on gardait en mémoire, maintenant on les met dans la machine. Sauf que maintenant, ça devient grave, ce n'est plus une question de mémoire. C'est du raisonnement qui nous était dû à nous, humains, que nous sommes en train de déléguer à la machine, et donc nous sommes en train de moins raisonner. Alors, Mohamed me dit, moi, je me comporte selon les deux modes. C'est-à-dire que c'est un peu comme par exemple, déterminer le premier jour des mois lunaires par le calcul, oui. Mais également par, comment dirais-je, par l'observation. Là, pour utiliser Google Maps, par exemple, je fais également appel à ma mémoire par rapport au site que je vais visiter. Ça, c'est vous. Et là, Gen Z, c'est pas la même chose. Gen Z, c'est pas la même chose. Mais non, déjà, c'est vrai. C'est arrivé même avant notre génération. Écoutez, moi je me rappelle. C'est une question de génération. De génération, effectivement, ça, voilà. Parce que le système scolaire, c'est comme ça. On s'est beaucoup habitué à mémoriser, à avoir des repères. Moi, il y a une mosquée, il y a, je ne sais quelle grande surface. C'est comme ça, à droite, à gauche. Nous avions une matière, je me rappelle, qui s'appelait calcul mental. Oui, bien sûr. Nous avions tous les trucs pour faire tous les calculs. Oui, on faisait tout. Je peux te dire 13 fois 11 immédiatement ce que ça veut dire, c'est 143. Le truc, c'est de prendre les deux chiffres qui sont de deux côtés, puis de les sommer, et puis d'avoir le chiffre. Ouais. Tout ce qui est multipliable par 11. Nous avions la règle par 9. Nous avions les multiplications par 9. Et puis, nous étions hantés par les chiffres. Nous regardions une plaque minéralogique, par exemple, et nous efforcions de trouver une relation entre les chiffres d'une plaque minéralogique hasard qu'on a trouvée dans la... Jusqu'à aujourd'hui. Et ça, ce n'est plus la génération de maintenant. Vous lui demandez 2 fois 3, il va aller chercher son téléphone. Cette génération, Mohamed dit, c'est ceux qui ont entre 12 non, même avant, même les générations Z, et même les générations Y. Ça a commencé très tôt, mais là, c'est pour donner des exemples différemment. Ça, c'est le calcul. C'était pas grave.
Oui. Mais à l'époque, la calculette était interdite à l'école. Oui. Alors ça, c'est la calculette. Puis la mémoire a été touchée. Les contacts, maintenant, nous ne les gardons plus en mémoire. Non. Mais maintenant, c'est le raisonnement lui-même. Ah. Et donc, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle réellement de raisonnement. Que si vous regardez les LLM, les chatbots que nous utilisons, ils ont tous, quelque part, le mot thinking ou reasoning. Et donc, maintenant, ils sont réellement en train Alors, dans les réfléchir. entreprises, le killing, c'est les employés fatigués qui, en fait, se reposent sur la technologie du soin de faire leur travail, astreints qu'ils sont à ne faire que le contrôle, la vérification. Mais en fait, ils ne savent même plus ce qui se passe sous le capot. Et donc, les seniors sur lesquels l'entreprise comptait et qui restaient, leurs compétences, leurs skills sont en train d'être perdus. Et de l'autre côté, les jeunes sur lesquels nous avons fermé les portes, ils vont avoir ce que quelqu'un a appelé never skilling. Ils ne vont jamais avoir ces compétences. Parce qu'ils n'auront jamais l'occasion d'entrer dans l'entreprise. Bon, quand je dis jamais, on dit jamais, jamais. Non. Mais je parle de tendance ici. Plutôt. Chose qui, les pauvres, les avaient déjà marqués en 2021. Je me rappelle lorsque nous étudions le Covid. Covid. Hein. Les premiers frappés, c'était les jeunes qui sortaient de l'université au moment du Covid, qui nous a fait frapper en mars, sortis en 2020. juin. Oui, en 2020. Sortis en juin, ils pouvaient aller nulle part. Et alors, ils cherchaient à travailler à domicile. Oui. Alors, les Gen Z ont adoré cette formule. Et ils sont mis maintenant à poser comme condition, est-ce que vous avez du travail à domicile? Oui, c'est vrai. Et de l'autre côté, les seniors qui étaient déjà dans l'entreprise voulaient aussi travailler à domicile et commencer à renégocier leur contrat pour garder leurs pantoufles. Et donc, l'entreprise elle-même perdait des deux côtés. Et puis, le onboarding, c'est-à-dire l'apprentissage, le stage de nouvelles recrues qui venaient remplir les rangs des universités, ne trouvait plus personne dans l'entreprise pour leur apprendre le métier. Et donc, l'entreprise est en train de perdre sur deux fronts. On le perd au niveau individuel. Les individus sont en train de compter de plus en plus sur la technologie, sur l'IA, pour faire des tâches. Et nous parlons même maintenant, nous ne parlons plus de générative, nous sommes en train de parler de l'agentique et bientôt de la synthétique. Et l'agentique, c'est des agents qui contiennent l'expertise, des agents IA qui ont chacun une expertise bien déterminée. Si bien qu'en 2026, nous parlons déjà de workflow, c'est-à-dire un agencement d'agents, excusez les termes, C'est ça. qui sont orchestrés par un autre agent, dans la période intermédiaire orchestrée par un être humain, l'ex-senior. Donc son travail maintenant, c'est de gérer des agents, comme il gérait avant une équipe d'humains, Oui. et à contrôler leur output, à les mettre à jour, à les améliorer, etc. etc. Mais avec le temps, la facilité va l'emporter. Et il y aura encore de plus en plus d'agents qui feront de plus en plus de travail. Et c'est fait que maintenant nous avons des statistiques qui nous disent, et là c'est McKinsey lui-même, le rapport de 2023 suivant celui de 2023, qui nous dit que 50% des tâches de 2023, 50% des tâches qui étaient des tâches en 2023 sont automatisées entre 2030 et 2060. 50% des tâches. Et ça nous fait gagner une décennie parce que le rapport précédent disait que 50% des tâches de 2022 allaient être automatisées entre 2040 et 2070. Et maintenant, nous avons avancé d'une décennie. Et donc, l'automatisation va augmenter sous la forme d'agents, moins de travail pour l'humain, et évidemment, ce sera au grand dent de l'entreprise qui ne contraindra plus de connaissances tacites. Parce que les connaissances tacites, c'est ce qui, justement, distingue un apprenti d'un senior ou d'un expert. Et les apprentis sortis de l'université n'ont pas beaucoup de connaissances tacites. Non. Et c'est pour ça qu'ils font des stages, et c'est pour ça qu'on leur faut du onboarding. Et si ces stages et onboarding sont usés, eh ben, nous n'aurons plus de compétences à gérer dans les entreprises. Les entreprises, au fil du temps, vont voir ce qu'on appelle d'ailleurs. Alors l'autre personne que j'avais nommée tout à l'heure, c'est que nous sommes en train d'écrire un article, c'est Meher Khalel et moi, sur cette question précisément, que nous avons appelé en anglais, loin s'en faut, Organizational Tacit Knowledge Attrition, qui veut dire l'usure de la connaissance tacite organisationnelle. Au fil du temps, il n'y aura plus de connaissances tacites et ce sera relégué à la technologie d'une façon ou d'une autre via l'automatisation ou via l'augmentation.
Et alors, nous allons terminer par ça, parce que le temps est déjà... Ça passe on toujours a vite. passé une 30 minutes, un peu, hein, et il y a toujours, bien sûr, de la surface pour parler d'IA. Alors, comment ces entreprises doivent-elles opérer? En ayant des stratégies. Alors j'aime beaucoup, il y a un adage que j'aime beaucoup, que j'avais tout à l'heure annoncé à mes étudiants, alors je ne vais pas priver nos chers auditeurs. Mais- Il vaut mieux savoir où on veut aller et ne pas savoir comment, que de savoir comment et ne pas savoir où aller. Et dans l'état actuel des choses que je vois en Tunisie, nous savons tous comment, mais on ne savait pas quoi. Nous sommes en train d'utiliser les technologies, Raqmanassi, Raqmanala, mais où est-ce qu'on va? La stratégie, Nous on va n'avons où? pas une idée sur Nous avons les comment, comment les outils, mais nous n'avons pas de stratégie. Les entreprises, le conseil que nous leur donnons, c'est de garder quelques activités pour les humains quand même. S'il est plus rentable de faire gérer par l'IA une réception de 100 000 commandes par mois, laissons-en 5 000 aux humains. Ne laissons pas les 100 000 commandes à l'IA, sinon dans 10 ans, nous allons complètement oublier de comment gérer une commande. On va garder quand même une soupape de sécurité et laisser certaines activités aux humains. Ce sera toujours ça de gagner. Moi, je ne peux que conclure sur ça, parce que c'est quand même il y a quelque chose de positif. Hein. Toujours, Comme non, je l'ai toujours. dit. Mon intention n'est pas du tout d'être alarmiste. Ah non, mais non, de... non, non, pas du tout. Mais bon, mais c'est vrai que vous avez l'heure vraiment de nous alerter et de nous dire voilà un peu les enjeux, les défis, et puis faites ce que Gérons parce que nous devons vivre avec. Il n'y a voilà, pas à nous dire. devons vivre avec. Dans une moitié du monde, Mohamed Louedi. Dans une moitié Avec du monde. plaisir. Voilà, Avec on plaisir. termine. Merci beaucoup, professeur. Merci cher à vous professeur. et aux éditeurs d'RTCI qui ont la patience de m'entendre. Voilà, merci encore une fois pour ce passage. Nous allons également vous proposer ce titre des années 70. C'était 1972. Hein. Ça nous rajeunit. Ça ne nous rajeunit pas. Michael Sherman, Half a World. Merci. A half a world away from